Bonjour à tous et bienvenue sur le Café des dirigeants, le média des entrepreneurs en Drôme-Ardèche. Aujourd'hui, nouvel épisode sur un sujet qui nous concerne tous, professionnels comme particuliers. C'est le premier poste de dépense et l'investissement favori des Français, c'est l'immobilier ou l'aménagement. J'ai le plaisir donc de recevoir Thomas Servien, dirigeant de CQT, une foncière spécialisée dans l'investissement immobilier en Drôme. Bienvenue Thomas. Salut Yannick. Et Hans Granel, donc entrepreneur impliqué dans différentes activités du bâtiment, avec Envia Cuisine ou Atelier Poste. Bienvenue Hans. Merci Yannick. Deux invités liés par un second point commun, le rugby, on va aussi en parler. Restez bien jusqu'à la fin, si vous n'apprenez rien, je vous rembourse. Vu que ça ne coûte pas grand-chose, je ne crains pas grand-chose. Le Café des dirigeants, épisode 9 avec Hans et Thomas chez Eva à Valence. C'est parti. Alors, première question icebreaker pour commencer l'émission. On dit, il y a un dicton français qui dit « quand l'immobilier va, tout va ». Alors, j'ai envie de vous poser la question, à tous les deux, comment va l'immobilier ? Thomas, si tu veux commencer. Salut Yannick, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de te voir dans ce contexte. Comment va l'immobilier ? Alors écoute, l'immobilier au sens large, je n'aurais pas la prétention de te faire exactement le marché sur l'ensemble de la France et sur tout le secteur. Nous, en ce qui nous concerne, on est un peu plus spécialisé sur la partie investissement immobilier. Et effectivement, sur la partie investissement immobilier, sur les quelques dernières années, ça s'est un petit peu tendu. Le marché est un petit peu plus dur. Il a du coup l'avantage aussi de restructurer les acteurs, c'est-à-dire qu'on est sur un marché un peu plus professionnel dans lequel des particuliers viennent un petit peu moins. Okay. Sur la partie invest, ça c'est dû notamment aux conditions financières, aux charges, aux taxes, aux réglementations, enfin un petit peu tous les sujets liés à l'immobilier. Bon, voilà un peu ce que je peux dire sur la partie invest. Après, sur la partie résidence principale, on a eu effectivement des particuliers qui ont eu un peu plus de mal à accéder à la propriété ces derniers temps. C'est quoi ? C'est les taux d'intérêt, c'est les prix qui font... Ouais. En fait, il y a eu des montées des prix, notamment sur la période Covid. Les prix ne sont pas forcément rebaissés à la suite de cette inflation. Et en face de ça, des conditions de financement qui ont été à la fois plus dures dans l'obtention des crédits, de la part des banques qui avaient resserré les crédits, et aussi des conditions un peu moins avantageuses avec des taux plus élevés. Ouais. Donc tout ça a fait que l'accès à la propriété a été un petit peu plus difficile pour le ménage français de manière générale. Et tu l'as ressenti toi directement ? Mais nous, sur la partie investissement où on fait du locatif, on le ressent parce qu'à l'inverse, le marché locatif est tendu, puisque les gens ne pouvant beaucoup moins accéder à la propriété, se tournent vers le marché du locatif. Et donc nous, dans notre offre de locatif qui va du studio T2, T3, T4 maisons, on a effectivement beaucoup de gens qui viennent louer nos biens, qui restent parce qu'ils ne peuvent plus difficilement accéder à la propriété. Okay. Voilà. Et toi, dans tes activités d'aménagement, d'ameublement, tu le ressens ou pas ? Alors nous, on le ressent forcément, on l'a ressenti beaucoup. On a eu une période, 2023, juin 2023, je me souviens que je suis beaucoup les statistiques du magasin au niveau des entrées, notamment sur Envia Cuisine, après Atelier Pose, où là on fait plutôt la pose et l'aménagement au niveau de la menuiserie. C'est un autre contexte, mais donc sur la cuisine, vu qu'on est clairement dans un marché de consommation de biens, on l'a ressenti parce qu'il y a eu un vrai freinage en fait sur la proportion de personnes qui venaient pour des projets entre du neuf et de la rénovation. Alors on a eu de la chance parce qu'on avait entre guillemets bien anticipé le virage, parce que ça faisait un petit moment que moi je voyais que le marché du neuf commençait à se tendre. Et effectivement, juin 2023, je me souviens vraiment un arrêt stop clair du neuf, qui a été du coup compliqué pour pas mal d'acteurs. Un petit peu comme dit Thomas, c'est vrai que ça a permis aussi de recentrer les acteurs et j'ai envie de dire pour le consommateur, c'est même bien. On ressent même nous dans notre métier, puisque malheureusement, il y a des entreprises, et tu le sais même mieux que nous, qui ont fermé. Mais aujourd'hui, ça part belle aussi à ceux qui innovent, à l'expérience client. Donc j'ai envie de dire, c'est presque bénéfique aussi dans un sens, parce que ça nous a obligés à nous renouveler. Et là où effectivement, je vais abonder dans le sens de Thomas, c'est que
Nous, on avait une part de notre clientèle, puisque chez Envia, on propose vraiment notre leitmotiv, c'est vraiment le rapport qualité-prix. On avait beaucoup une clientèle à la fois d'investisseurs et de primo-accédants, et des primo-accédants dans le neuf. Et il est vrai que, je me souviens en 2023, vraiment les primo-accédants dans le neuf, il n'y en avait plus, quoi. Vraiment zéro. Changement de clientèle, tu as ressenti? Ouais, changement de clientèle, clairement. Donc ça a été hyper intéressant et bénéfique aussi, parce que mes équipes, du coup, ont dû s'adapter, on a dû tous s'adapter, on a dû adapter notre stratégie aussi, et notre façon de faire, et aussi les produits qu'on met en avant, notamment les expositions qu'on a en magasin. Mais ça nous a aussi permis de nous rendre compte d'une chose, c'est que, en fait, il y a dans tous les marchés, il y a quand même un produit où il y a quand même un segment qui fonctionne, et on a eu de la chance, parce que nous, le côté rapport qualité-prix a été vraiment le segment qui a pris la part belle sur le marché, en tout cas de la cuisine. Et c'est vrai qu'on a connu, malgré un contexte assez complexe, quand même une stabilisation de l'activité, même de la croissance, parce qu'on a beaucoup développé aussi les partenariats avec Thomas notamment, et d'autres acteurs locaux, avec qui on essaie de faire plutôt des partenariats qualitatifs, et ça marche bien. Mais oui, le marché de l'immobilier est forcément compliqué. Il va encore l'être encore un petit peu, même si au niveau national, j'aime bien suivre un peu les stats au national, on voit qu'il y a une reprise. Je crois que c'était de l'ordre de 0,8% sur le début d'année. Enfin, c'est timide encore. mais c'est encore, enfin, sur la fin d'année, c'est timide, mais c'est positif, quoi. Ok, merci. Cette petite première question. On va revenir sur une première partie sur votre parcours à tous les deux. On aime bien parler un peu du parcours de nos invités. Donc la première question sur votre parcours, que j'ai envie de vous poser, c'est quel est votre premier contact avec le monde de l'immobilier à tous les deux, ou de l'aménagement, voilà. Ok. Alors, pour mon parcours, moi j'ai 40 ans, Yannick, je suis originaire de Romans, et j'ai eu une première partie de vie, comme tu le disais en introduction, dans le rugby, où je consacrais quasiment toute mon énergie à ça, en jouant dans différents clubs. Et lorsque je suis revenu jouer à Romans, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à investir dans l'immobilier, en tant que particulier, comme tout un chacun peut le faire. Tu es originaire de Romans, Amateur. donc c'est Je suis originaire de Romans. un secteur que tu connaissais, quoi. Et donc, oui, originaire de Romans, je suis parti jouer à Grenoble, je suis parti jouer en Australie à Perth, et puis je suis revenu jouer à Romans. Okay. Et quand je suis revenu jouer à Romans, effectivement, c'est là que j'ai commencé assez tôt, à 26 ans, à faire 25-26 ans, à faire mon premier investissement en tant que particulier, comme chacun peut faire. Et puis, en fait, ça m'a plu. J'ai appris sur le terrain, sur le tas, et puis j'en ai fait un petit peu chaque année jusqu'à structurer et professionnaliser l'activité, quoi. Ok. Et toi, Hans ? Dedans. Comment je suis tombé dans l'immobilier? Alors déjà, moi j'ai une particularité, c'est qu'effectivement j'ai eu un peu parcours, en tout cas similaire en termes de sport avec Thomas, et il y a un point qu'il faut souligner, c'est que je suis rentré au centre de formation à l'USRP à Romans, et c'est Thomas qui m'a recruté. Donc c'est à côté. On fait tous des erreurs, Yannick. On fait tous des conneries. Ça arrive à tout le monde. Et voilà, et donc depuis, je le suis. Donc voilà, aujourd'hui, je n'étais pas prévu d'être dans l'émission. Donc vu que je suis tous les matins, voilà, je me suis arrêté là pour boire le café. Je me retrouve assis là. Non, comment je suis tombé dans l'immobilier? Alors moi, j'ai des parents qui ont été entrepreneurs, enfin qui ont été entrepreneurs, et qui ont toujours investi dans l'immobilier. Un papa qui a préparé sa retraite comme ça. Donc depuis très longtemps, depuis que je suis tout petit, on parle d'immobilier à la maison. Et notamment dans l'immobilier professionnel. Et pour l'immobilier, moi, à titre personnel, donc j'ai acheté mon premier appart, j'avais 21 ans, avec vraiment cette conviction que c'est une façon d'aller acquérir sa liberté, j'ai envie de dire, s'émanciper financièrement, maîtriser un petit peu son immobilier. Et j'ai eu la chance, en fait, de terminer mon master en alternance de communication. J'ai été embauché par Laurent Beaugiraud, président du VRDR, et aussi dirigeant du groupe Soleil. Acteur de l'immobilier. Et acteur de l'immobilier notable, on va dire, qui m'a beaucoup appris, pour le coup, parce que de baigner dans ce milieu-là, ça te fait grandir. Tu vois aussi le côté
les côtés positifs et négatifs de l'immobilier, l'impact que ça peut avoir sur le territoire, comment est-ce que l'immobilier en réalité en fait impacte la vie de tout le monde. Tu disais en préambule que c'est le premier poste de dépense des ménages et c'est normal à la fois en location mais à la fois aussi en propriété. Et franchement, ça m'a fait beaucoup grandir, ça m'a fait prendre conscience qu'en réalité l'immobilier il a un vrai intérêt, c'est qu'il dessine les contours du territoire. Et avec l'immobilier, on peut aussi, en analysant un peu les statistiques de l'immobilier, on peut quand même comprendre aussi la dynamique du territoire. On se rend compte que nous, dans notre territoire, je pense que tu es d'accord avec moi parce que c'est ton cœur de métier, on se rend compte que la mutation de l'immobilier, notamment avec de la location courte durée, etc., on se rend compte que le territoire est en train de muter et qu'on a, post-Covid, attiré aussi des gens qui habitaient dans les grandes villes, qui sont venus habiter par chez nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire augmentation de la population. Et qui dit augmentation de la population, il faut bien qu'ils aient un toit sur la tête. Donc de manière longue, mais aussi de manière courte, avec de compétences. Ouais. Là où tu as raison, c'est que l'immobilier, c'est un secteur, en fait, c'est un parcours de vie. Tout au long de notre vie, on a un parcours immobilier. C'est-à-dire qu'autant on parlait de l'aspect locatif que l'aspect propriétaire, en tant que locataire ou en tant que propriétaire, mais aussi dans le type de logement et dans les superficies. C'est-à-dire qu'on va être étudiant, on va chercher quelque chose de plus petit, ou on va aller en colocation. Ensuite, on va se mettre en ménage, on va chercher un T2, ou peut-être un T2 bis ou un T3. Puis ensuite, on va avoir des enfants, on va grandir. Puis après, on va chercher peut-être la petite maison dans nos régions en extérieur. Et puis après, on va revenir en ville. Donc en fait, il y a tout un parcours immobilier au fil de sa vie. Et donc en fait, ce sujet de l'immobilier est présent tout au long de notre parcours, quoi. Et après, dans la mutation des usages, ce que dit Hans, c'est hyper intéressant, c'est que j'ai parlé de la colocation, mais aussi dans notre environnement professionnel, on va être amené à se déplacer dans des villes où on peut loger dans des hôtels, dans des gîtes, des chambres d'hôtes, peu importe, mais aussi maintenant avec ces marchés de la courte durée qui peuvent avoir une attractivité et un impact sur nos centres-villes, quoi. Ok. Toi, t'interviens un petit peu, tu as des investissements pour créer du logement comme ça de courte durée là, sur la Valence, Romans? Oui, parce que nous, au travers de cette activité, on a aussi une mission qui est d'essayer de revaloriser et de régénérer l'offre de logements de qualité dans les centres-villes, Valence, Romans. Donc ça passe par plein de typologies d'appartements, de modes de location différents. Et parmi ça, on a mis en place 2 appart-hôtels. Donc c'est des bâtiments, ceux qu'on a rénovés. On a fait des appartements logés, équipés, etc. Dont le but est d'accueillir dans les centres-villes des actifs qui viennent travailler sur le territoire. Et donc d'avoir, on a des partenaires avec des entreprises où à chaque fois qu'ils ont des collaborateurs, des prestataires, des fournisseurs qui viennent sur Valence ou sur Romans, ils viennent loger en centre-ville. Donc avec un peu une mission de redynamisation, enfin de dynamisation de nos centres-villes au travers de l'immobilier de courte durée, quoi. Ok. Je reviens sur ton parcours, Hans. Du coup, tu travailles en communication en fait chez Laurent Brugero, c'est ça? C'est ça. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui t'a fait connaître l'immobilier même. Exactement, tu as parfaitement rebondi. Il a suivi, hein? Et il a suivi, c'est pareil, bravo. Tu as travaillé tes fiches avant l'émission, c'est bien. Et on notera que Thomas a dit que j'avais dit quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est pas mal. Ça me fait plaisir. Oui, j'ai travaillé dans la communication. J'étais chargé de communication pour ces entreprises. Donc, ça me permettait d'avoir un double parcours parce qu'à l'époque, c'était l'USRP, BRDR sont intimement liés. On était plus réactifs. Donc, on avait un métier à côté. J'ai eu la chance d'avoir un parcours rugbyistique aussi qui était intéressant. Et j'ai terminé ma carrière avec un grand joueur de la Drôme Ardèche, le BGV, on l'appelait Yannick Briel. Yannick Briel, Exactement. Un joueur recherché et recruté dans toute la... Il avait un bandeau, non? Non, et jamais. Jamais de bandeau. Toujours les oreilles apparentes. Heureusement qu'on peut couper au montage quand même. Non, donc chargé de communication et donc en double parcours. Et ça m'a permis effectivement de connaître le marché de l'immobilier. C'était super intéressant parce que du coup, le montage des opérations, notamment de la promotion immobilière, même dans la maison individuelle, en fait, j'ai eu la chance du coup de voir un petit peu tout parce qu'on travaille dans tous les secteurs. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça te permet de te rendre compte quand même de pas mal de choses et surtout les problématiques de logement. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'immobilier, ça va bien. À la limite, c'est même pas ça le fond du problème. C'est qu'aujourd'hui, il manque de logements en France et qu'on a besoin, notamment des politiques, pour accentuer les politiques de logement, quelles qu'elles soient. Et aujourd'hui, la résultante du fait que
le marché du neuf s'est clairement écroulé, c'est essentiellement du fait politique. Donc, c'est vrai en fait, c'est vraiment l'immobilier hyper lié avec la vie, et c'est un parcours de vie, comme le dit Thomas, mais c'est aussi lié avec la politique locale, la politique nationale, et à la fois, l'immobilier est très tributaire de tout ça. Donc, moi, pour revenir à mon parcours, effectivement, donc, chargé de communication, tu vois plein de choses, tu apprends énormément de choses. Et puis j'ai eu la chance après d'être responsable partenariat au VRDR et puis après directeur commercial quand mon club est monté en Pro D2. Et ça n'a pas forcément de lien direct avec l'immobilier, mais vu que tu côtoies des chefs d'entreprise du territoire, tu as des discussions autour de ce qui fait leur quotidien. Et comme l'a dit Thomas, le quotidien de tous les Français, et notamment quand tu as un petit peu de pouvoir d'achat, c'est de l'immobilier, c'est l'investissement immobilier. Donc du coup, ça m'a permis aussi de me rendre compte que l'investissement immobilier, c'était quelque chose qu'il faut prévoir pour pouvoir anticiper, si tu veux le faire pour ta retraite, si tu veux juste pour l'avoir pour ta résidence principale, mais ça s'anticipe et ça se prévoit. Et c'est aussi une prise de risque. Et c'est là où il faut arriver à trouver le juste milieu, avec du coup la prise de risque, le banquier qui est au cœur de tout ça et qu'il faut arriver à en faire un ami, un allié. Si ton banquier t'écoute, tu peux lui faire passer un message. C'est bien. Mais non, profites-en. Rendez-vous. On a pris rendez-vous. Non mais voilà, donc un parcours qui est éclectique, je sais aussi à quel est le mot, mais surtout qui était très enrichissant. En fait, finalement, moi j'en suis arrivé à racheter l'entreprise familiale Envia Cuisine, parce que l'entreprise Envia Cuisine, si tu veux, c'est un groupe local, c'est une entreprise familiale. On a 45 magasins en France et ça appartient au père de Marine, ma femme, avec son associé. Et quand ils ont voulu développer la marque, puisque la marque a pris un fort essor après le Covid, parce que tout le monde voulait aménager son habitat, etc., ils ne pouvaient plus s'occuper de la partie locale. Donc j'ai fait le choix d'entreprendre, parce que j'avais envie d'entreprendre avant 30 ans. Et je me suis du coup intégré et inséré dans ce secteur-là. La cuisine, pourquoi ? Parce que moi, je voulais quelque chose qui soit lié à l'immobilier. Ça faisait partie de mes prérogatives, lié à l'immobilier. Je voulais entreprendre dans l'immobilier, mais pas directement dans ce que j'avais vécu et connu. Et c'est vrai que la cuisine, ça a vraiment cet intérêt, c'est qu'on a lié à la fois l'esthétique, la fonctionnalité, parce que tu trouves des solutions, et des fois pour des budgets où le budget est important pour le client, des fois des gens qui ont un budget plus confortable, et à la fois sur, entre guillemets, la revalorisation du bien, et à la fois que ce soit du locatif ou que ce soit pour une résidence principale. Donc je suis assez content de ma reconversion, parce que finalement, l'entrepreneuriat m'a permis de le faire à 30 ans, m'a permis de le faire assez jeune, pour quand même avoir un secteur qui m'intéresse et qui me motive. Et ta connaissance de l'immobilier que tu as acquis chez Laurent Beauduron, en fait, ça te sert aujourd'hui Toujours. dans ton métier de cuisiniste. Toujours. En perso et aussi en pro. Pourquoi ? Parce que ça me permet aussi de discuter avec des professionnels et de parler le même langage. Parce que tu ne parles pas le même langage avec quelqu'un qui va faire de l'investissement locatif comme Thomas sur de la courte durée, où tu vas lui parler de rentabilité. Moi, j'ai une approche qui est hyper bienveillante avec les clients. L'idée, c'est... j'essaie de casser un petit peu les codes du cuisiniste, parce que le cuisiniste, souvent, tu as l'image qui colle à la peau du vendeur de tapis. C'est un peu la vérité si je mens des fois, et moi j'essaie de casser un petit peu ces codes-là, et de vraiment, l'objectif c'est pas d'en mettre une tartine à mon client, au contraire c'est d'avoir le produit qui correspond. Si à un moment tu n'as pas besoin de ça, plein de fois où je l'ai dit à Thomas, il y a... S'il peut vendre, il le vend. Évidemment, avec 4 apparts, on a eu 5 cuisines. Je sais pas comment j'ai pas il a mis ce qui correspondait dans les parties communes, on n'a qu'une cuisine. Effectivement, mais ça c'est un cas particulier, je l'ai besoin de voir mon banquier. Non, l'idée, on essaie de casser ces codes-là, et puis on essaie de parler le même langage avec nos clients. C'est-à-dire que si tu as un investissement locatif, soit en société ou en SCI, tu ne vas pas attendre le même conseil. Tu vas attendre aussi qu'on te conseille sur la rentabilité. Et puis le professionnel de l'immobilier, quelqu'un comme Thomas, il faut voir un truc, c'est qu'il va gérer tout. C'est-à-dire qu'il va gérer un projet de A à Z. Il n'est pas spécialiste dans chaque segment. Donc à un moment, c'est mon rôle, et c'est le rôle de mes collaborateurs au quotidien, d'orienter ces personnes-là pour leur dire, voilà, aujourd'hui, nous, on a déjà fait ça.
on a eu l'occasion de travailler sur tel projet, on a fait ça. Est-ce que ça peut correspondre et est-ce que ça peut justement vous aider à gagner en rentabilité? Parce que la clé, finalement, on parle d'investissement immobilier, c'est de la rentabilité, quand on fait de l'investissement immobilier en tout cas. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on arrive à bien se situer dans le secteur. Merci. On voit beaucoup d'autodidactes dans l'immobilier. On en a parlé tout à l'heure, Oui, Thomas. parce que c'est C'est une un réalité. métier sur lequel il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme validé pour pratiquer. Ouais, tout le monde peut le faire. Ouais, par exemple, tout le monde peut devenir marchand de biens, acheter un appartement, le retaper, le revendre, ou acheter un appartement et le mettre à location. Nécessite pas d'avoir un diplôme, une formation pour avoir le droit de le faire. Donc, en ce sens-là, c'est effectivement accessible à tout le monde. Après, évidemment, comme tout secteur, quand on se confronte au marché, on se rend compte qu'il faut un petit peu avoir des connaissances et puis travailler le sujet. Mais à la base, il y a pas de barrière à l'entrée pour pouvoir bosser là-dedans. Et donc, pour toi, quand tu vois comment, comme une concurrence qui est difficile à maîtriser ou Moi, c'est ce qui m'a aussi permis d'en faire au départ. ouais, Puisque, comme ça, quoi. ouais, parce que comme je te le disais tout à l'heure, dans mon parcours, j'ai démarré en tant que particulier, j'ai pas de diplôme là-dedans, j'ai pas d'expérience là-dedans et j'ai pas de famille là-dedans. Donc c'est ce qui aussi m'a permis de démarrer. Après, si tu veux, le marché se fait naturellement. C'est-à-dire que les gens qui se structurent et qui deviennent des professionnels et qui créent des vraies activités autour de ça, ils vont faire une certaine typologie de projet. Et puis des particuliers vont faire plutôt ça en plus de leur activité professionnelle et seront sur d'autres types de projets. Ok. On va parler de l'empreinte locale que vous avez du territoire dans Ardèche. Je sais que tous les deux, vous avez une forte empreinte locale. Donc, UV Envia, c'est une marque valentinoise. Et puis, Thomas, je crois que tu en as fait un critère par entière. Donc, ma question, c'est pourquoi cet attachement au territoire, finalement? Et qu'est-ce qui le rend attractif d'un point de vue immobilier pour vous? Et pif! Question pas facile, on va Question peu facile, tiens, c'est pour toi. Pourquoi l'attachement au territoire? Je pense que c'est intimement lié aussi au sport qu'on a pratiqué. Alors, pour ta part, Thomas, mais moi, en tout cas, je trouve que j'essaye de rendre au territoire aussi ce qui m'a permis d'acquérir. C'est-à-dire que je trouve que aujourd'hui, moi, je suis attaché à mon territoire parce que j'ai envie de le faire rayonner. Je trouve que on a vraiment un super secteur, un super territoire. On est proche, on est qu'à 2 heures de la mer, à 2 heures du ski, entre guillemets, presque même 1 heure du ski. Et c'est un territoire qui a vraiment tous les atouts pour attirer. Je trouve que il y a des super talents, il y a des belles sociétés. Valence et alentours, il y a encore une petite agglomération et dans les années à venir, on est vraiment un carrefour. Donc, il y a toutes les chances que ça devienne entre guillemets, une entreprise, une ville qui grossisse de plus en plus. Et donc, l'attachement au territoire, moi, je trouve que ça fait partie des valeurs. Ça fait partie des valeurs qu'on m'a inculquées au rugby, des valeurs, entre guillemets, un peu de clocher. Je me vois pas aujourd'hui entreprendre ailleurs parce que encore une fois, l'objectif, il y a aussi une logique de transmission. Moi, on m'a transmis un certain nombre de valeurs, un certain nombre de choses, comme j'ai évoqué au travers de mon parcours. Et aujourd'hui, je le dois parce que j'ai rencontré des gens. Et ces gens, je les ai rencontrés parce qu'ils étaient impliqués sur leur territoire. Je juge pas et je n'ai pas de jugement à faire par rapport à, par exemple, des entrepreneurs qui s'investissent absolument pas sur leur territoire. Je dis juste que, personnellement, moi, j'en ai besoin pour, non pas pour exister, mais parce que je trouve que ça prend du sens et c'est aussi une façon de faire tourner l'économie. Tu vois, quand je fais des projets à la fois pour ouvrir, tu vois, on a ouvert un magasin à Romans, la directive numéro 1 que j'ai eue vis-à-vis d'Envia, c'était de dire c'est très bien que vous ayez vos propres artisans, etc. Moi, je veux une chose, c'est faire travailler des gens locaux. On a ouvert un Romans, j'ai mis un point d'orgue à ce qu'on fasse travailler des entreprises romanaises. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, c'est une façon de... Tu t'insères dans un territoire, tu as besoin de faire vivre les gens, tu as besoin de notre recrutement aussi. Tu vois, j'ai recruté que des gens qui sont issus de Romans parce que c'est important. Et à Valence, on a voulu faire la même chose. Là, on a un autre projet sur Valence. C'est pareil, ce sera les entreprises valentineuses qui vont bosser sur le projet. Et les gens qu'on va recruter, c'est des gens de Valence. Donc,
il y a vraiment ce côté transmission et toute proportion gardée, hein, j'ai pas la prétention de transmettre énormément de choses, mais j'essaye de rendre ce qu'on m'a transmis Ok. et de le faire correctement. Je sais pas si j'ai répondu correctement en tout cas. Mais à toi de te débrouiller avec cette On verra. question. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. On verra si Thomas est plus brillant. Je vais enrichir la réponse. Ben, moi, par rapport à ton sujet d'utilisateur, j'ai 2 réponses à te faire. J'ai un Oui. premier aspect business, c'est-à-dire que sur mon activité d'investisseur immobilier, comme tu le disais, on l'a mis en stratégie de rester local. J'ai pas franchement de plus-value, tu vois, à aller bosser dans une ville qui se trouve à 4 heures de route par rapport à un investisseur qui vit là-bas. Je vois pas pourquoi moi je Ouais, ferais mieux que lui qui est là-bas. C'est la connaissance aussi peut-être du Bien marché sûr, qui on fait a que- besoin de connaître son marché, connaître ses partenaires, ses prestataires, ses apporteurs d'affaires et tout l'écosystème qui est autour de l'immobilier. Ok. Donc d'un point de vue purement business, ça m'est plus facile de travailler en local avec les partenaires locaux auprès de qui je suis aussi référencé et peut-être mieux que justement quelqu'un qui vient de 4 heures de route. Donc je suis quand même vraiment sur un marché qui est local avec les partenaires avec lesquels je travaille ici. Ça, c'est sur un point de vue purement business. Et après, sur un côté un peu plus personnel, c'est le côté aussi plaisir, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi qu'on prenne un peu de plaisir dans nos tafs. Et j'ai plus de plaisir à réhabiliter des bâtiments et proposer des logements que j'espère de qualité sur mon secteur que sur un secteur qui me parle moins, quoi. Et donc, je prends plus de plaisir à essayer de développer beaucoup d'énergie ici, dans un territoire que j'aime bien, qu'ailleurs. Voilà. Ouais, puis en fait, tu as cette satisfaction de rendre beau des... Ouais, tu as Des cette immeubles. satisfaction d'apporter ta toute petite pierre Mm. au développement d'une région que tu aimes. Ouais, je comprends. Ouais, voilà. Et du coup, bah, vous en avez parlé un peu tous les deux, mais le réseau, j'imagine, c'est hyper important dans vos 2 activités. Là. J'ai à la fois la réponse et la question, mais Le réseau, je pense, c'est important du début à la fin de ta vie, que ce soit pro, mais aussi que ce soit perso dans tes relations sociales. Et c'est là où le rugby est hyper sympa parce que c'est aussi là que tu tisses des liens qui sont assez forts dans les émotions que tu vis et qui durent longtemps. Donc, enfin, évidemment. Je suis assez d'accord avec Thomas. Après, souvent le réseau, tu vois, il y a cette notion assez. Enfin, il y a une notion vertueuse et une notion, je trouve, négative dans le réseau. Parce que t'en as qui utilisent le réseau vraiment qu'avec une logique business, mercantile, pour utiliser un petit peu ton réseau pour vendre. Euh, je t'avoue que de plus en plus, peut-être en vieillissant et en ayant des enfants, j'essaie de sortir de ça. Tout à l'heure, on parlait d'Alexandre Astier et un interview qu'il avait fait sur Canal, c'est Hot Wings où tu manges la sauce piquée, on n'a pas de pilier. pas de piment. Oui. Et en fait, il avait dit un truc que j'ai trouvé très juste et que j'essaie de m'appliquer maintenant. C'est, lui, il travaille qu'avec des gens avec qui il se dit, je pourrais les manger avec eux. Et j'essaie de me l'appliquer au quotidien maintenant. Interview. Ouais. Ouais, et j'essaie de m'appliquer maintenant au quotidien en disant, aujourd'hui, quand j'ai dit tout à l'heure, on a des partenariats, c'est vrai que j'ai fait le choix de nouer des partenariats qu'avec des gens, entre guillemets, avec qui je me dis, bah, je peux aller manger avec eux. Donc ça tombe bien, Thomas, ça veut dire qu'on peut les manger ensemble. Si ça te rassure. Aussi, Yannick. C'est toi qui payes, par contre. Non, voilà, donc le réseau, oui, je trouve que c'est génial, ça t'apporte énormément, ça t'enrichit s'il est bien utilisé. Et c'est comme souvent, il faut donner pour recevoir. Et je trouve que le réseau, il est bien. Et si tu l'utilises de manière où tu donnes. Évidemment, on est tous là pour faire du business, on est là pour faire des bonnes affaires. Moi, je suis là pour aussi développer mes activités. Mais je trouve que utiliser le réseau juste pour ça, ça serait vraiment triste. Donc c'est pour ça que j'aime bien passer du temps et passer du temps de qualité avec les personnes de mon réseau. Et quitte même des fois, et c'est un peu, tu vois, aujourd'hui, c'est un peu le constat que je fais et que j'essaye de m'appliquer. Je réduis en réalité ce réseau pour garder vraiment en fait, des gens qui m'apportent intellectuellement, pas que business, aussi intellectuellement. Parce que souvent, on discutait avec Thomas, j'ai eu beaucoup d'humilité au niveau de l'immobilier. Il peut m'en apprendre des palanquets. Et Thomas a une qualité, c'est qu'il connaît, quand il parle de quelque chose, c'est qu'il connaît énormément ces sujets et il est très renseigné.
Et c'est agréable en fait d'avoir des gens comme ça parce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a des gens, un petit peu des autodidactes qui rentrent dans l'immobilier avec cette logique de combien je mets, combien je récupère. Bon, c'est intéressant. Moi, c'est pas ça qui me fait vibrer, quoi. Moi, je préfère vraiment une approche. Alors, effectivement, hein, c'est pas un philanthrope, mais je préfère une approche. Ouais, mais c'est vrai que le réseau, c'est l'humain au final. En fait, ce que tu veux dire, c'est que le réseau, c'est l'humain et ça rapproche à. Moi, je trouve que ce que tu dis, ça rapproche vachement à l'expérience rugby, en fait, à l'expérience, enfin, ou sport en général. Ouais, je suis. Ouais, le lien social qui est important. Bah ouais, c'est ça, le lien social, et qu'au final, Exactement. tu as envie de passer aussi du temps avec des gens que tu apprécies, même dans le cadre du boulot, Ouais. quoi. C'est exactement ça. Parfait. Merci pour votre analyse sur le territoire. Je ne sais pas si elle est pertinente, mais en tout cas, elle est C'est la celle. bonne. On va parler création de valeur dans l'immobilier. Donc, j'ai une première question pour approfondir le sujet, c'est est-ce que la France donne toujours envie d'investir et de créer de la valeur dans l'immobilier? Est-ce qu'il y a des leviers qui sont facilitants dans notre pays? Toi qui as en plus connu un autre pays, est-ce que je sais pas, tu peux comparer On devrait te poser la question à toi, hein. C'est à toi de nous conseiller. J'ai connu un autre pays, oui, j'ai vécu, mais à ce moment-là, Ouais, j'étais peut-être pas pas du tout pareil, investissement. dis-moi. J'ai connu d'autres capitales sur des week-ends avec toi, par exemple, D'accord. où on n'était pas focalisé sur l'immobilier. Non. Euh, Quoique. C'était quoi ta question déjà? La France, bah, Alors, est-ce Alors, que c'est facile? Est-ce que la c'est France facile est d'investir en facilitante dans l'investissement immobilier sur un point extrêmement technique, c'est que c'est l'un des seuls, voire le seul marché au monde dans lequel l'accès au crédit pour faire de l'investissement immobilier est le Ouais. plus facile. C'est-à-dire que c'est l'un des seuls pays où tu peux faire ce fameux effet de levier. Beaucoup d'autres pays, et notamment les pays qui sont en croissance, les pays émergents, on pense notamment à l'Asie, sont des marchés de cash. C'est-à-dire que D'accord. tu achètes ton immobilier cash, tu ne fais pas de crédit, les taux sont beaucoup plus élevés. Tu as de la croissance, donc ça veut dire que la valeur de ton immobilier augmente chaque Ouais. année de manière beaucoup plus significative qu'en France, Ouais. et tu fais tes marges comme ça. Mais par contre, tu n'as pas ce fameux effet de levier que tu peux faire avec la banque en France. Donc en ce sens-là, l'immobilier est beaucoup plus accessible, tu vois, à des gens qui ne vont pas avoir forcément énormément de cash, ce qu'il va falloir avoir dans d'autres D'accord. pays. Donc on n'est pas sur un marché de croissance, mais on est sur un marché principalement d'effet de levier sur le sujet de l'investissement. Ok. Donc en ça, la France est, oui, très facilitante. Après, le revers de la médaille, c'est que par rapport à beaucoup d'autres pays, comme je t'ai cité, hein, que ce soit Amérique ou que ce soit Asie, tu as une fiscalité qui est très importante. Hmm. Donc toi, tu t'intéresses quand même à ce qui se passe en immobilier dans d'autres pays Ouais, je ne suis pas spécialiste, mais en fait, comme dans n'importe quel secteur, tu vas être abonné à des comptes, des newsletters, tu vas aller Hmm. chercher de l'information, et ben, tu as parmi le flux d'informations des choses sur les pays étrangers et voir comment ça se passe ailleurs. Et aussi, surtout, l'aspect réglementation, tu vois. Ok. Ce qui va être urbanisme, développement urbain, rénovation, les normes énergétiques et autres. Donc, un petit peu, mais pas plus que ça. Hans, pour l'aspect facilitant ou pas de l'environnement pour investir? Je pense que on est dans un pays qui est très normé. Donc, c'est possible. Je dirais pas que c'est facile. C'est possible. Pourquoi c'est possible quand tu as la valeur travail, si tu veux, parce que effectivement, la personne qui n'a pas forcément de gros moyens, comme l'a dit Thomas, il y a un accès quand même au crédit qui est assez facilité, qui permet, si tu as envie de te retrousser les manches, de rénover un appartement par toi-même et, entre guillemets, de commencer ton aventure immobilière, si c'est que ce soit du locatif d'ailleurs, ou même de la résidence principale, hein, de manière peut-être plus simple que dans d'autres pays. Maintenant, le côté fiscalité, quand tu fais du locatif, il est quand même complexe à appréhender parce que tu as la nécessité d'être bien conseillé. Tu as la nécessité à bien connaître ton marché. Et en plus, il y a un élément qu'on ne maîtrise pas, du coup, qui est la politique, qui est la fiscalité et l'évolution d'un petit peu de tout ça. La réglementation. Et les réglementations, exactement, qui font que, en fait, c'est un marché où, en théorie, tu dois avoir une visée long terme. Mais si tu as une vision long terme, il faut quand même aussi que tu restes à la page et que des fois, tu fasses des arbitrages. Parce que, en fonction de comment il va évoluer la fiscalité, peut-être qu'un logement meublé, il y a encore 5-6 ans, c'était une bonne idée. Peut-être que maintenant, c'est un peu moins une bonne idée. Et peut-être qu'il y a d'autres choses Ouais, qui ça doivent être bouge, faites. quoi. Et en fait, c'est là où c'est complexe. C'est que C'est rester en veille de il l'évolution. faut rester en veille. Il faut toujours rester à l'affût, forcément de la bonne affaire. Mais il y a un moment, tu as une capacité financière aussi. Donc,
tu vas vouloir t'insérer peut-être dans un segment où tu vas investir et finalement, c'est un petit peu de la loterie. Et des années plus tard, c'est plus vraiment le secteur qui est intéressant et même, a fortiori, c'est peut-être même le secteur où, la fiscalité en sortie est plus importante. Donc tu te retrouves, je trouve parfois un petit peu coincé alors que normalement, enfin, ça devrait être quand même un levier qu'on devrait faciliter parce qu'encore une fois, il manque énormément de logements en France et on a besoin de loger les gens. Parce que souvent on parle d'immobilier, mais il faut penser à la base de ce que c'est. C'est que c'est un toit, ça fait partie de la pyramide de Maslow, hein. C'est Dans les besoins, c'est un besoin primaire et c'est super important, quoi. Je veux dire aujourd'hui, on est presque à le résumer à une rentabilité, presque à un produit financier, quand on parle d'un petit peu de ce qui se fait en Asie et cetera. Avant d'être un produit financier et avant d'être un produit à rentabilité, c'est un toit sur la tête d'une famille qui a peut-être les moyens ou pas de l'acheter, mais en tout cas, qui en a besoin parce que tous les jours, ils vont vivre des moments ensemble, dans leur maison, dans leur foyer. Ils vont construire un foyer, comme disait tout à l'heure Thomas, et on va pas passer d'un studio à un T2 et puis après on va dans sa maison et puis peut-être revenir en centre-ville pour ses vieux jours. Enfin, tu vois, c'est un truc qui bouge. Donc, je dirais pas que c'est facile parce que pour tous ces aspects-là. Mmh. Par contre, y accéder et rentrer dans ce marché-là, oui, c'est facile si tu es travailleur. OK. Maintenant, en vivre, il faut être bon. Très bien. Quand vous intervenez sur un bien, c'est quoi que vous cherchez à améliorer? En priorité, vous avez des... Quand on choisit un bien, tu veux dire? Ouais. Alors, nous, quand on va, entre guillemets, sélectionner un bâtiment ou un bâtiment sur lequel on va chercher à se positionner pour faire une opération, on va chercher à l'optimiser sur 2 aspects. Le premier, c'est dans sa structure, donc c'est l'ensemble des travaux qu'on va faire à l'intérieur. Mmh. On va le rénover à neuf pour le rendre, en fait, dans les standards modernes, d'un logement moderne, de ce que les gens attendent maintenant, dans l'usage de maintenant. Donc c'est l'améliorer dans sa structure et dans ses travaux. Et la deuxième chose, c'est l'améliorer dans son mode d'exploitation, dans sa façon de le louer. Donc, est-ce que ça va être de la location longue durée, courte durée? Est-ce que ça va être de la colocation? Est-ce que ça va être du local commercial, du local de bureau, du local professionnel? Et donc, on essaye d'avoir une double vision, une vision structurelle sur le bâtiment et une vision d'exploitation dans sa manière de le louer. Voilà, OK. c'est ce qu'on va essayer de travailler pour que ça corresponde en fait aux besoins de maintenant. Ouais. Voilà. Ouais, Donc, ça correspond à ouais, de ce que les gens voilà, cherchent. à ce que les gens cherchent, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que tu es quand même sur t'es obligé d'avoir une logique de marché, de savoir est-ce que c'est un produit, un bien qui va plutôt cibler les jeunes actifs? Est-ce que ça va plutôt cibler les familles? Est-ce que ça va plutôt cibler les seniors? Tu vois? Donc on essaie d'avoir une vision sur le type de personnes à qui on va proposer ce bien. OK. Hans? Toi, j'imagine que tu t'orientes sur la cuisine? Alors moi, j'ai tendance à orienter sur, l'embellissement de l'habitat parce que ça m'arrange. Mais c'est un vrai sujet à l'intérieur, comment on aménage après. Ouais. Est-ce que ça apporte de la valeur à un bien, Oui. un aménagement, Aujourd'hui, auquel il y a 2 postes de dépenses dans l'habitat qui apportent de la valeur, au-delà du grand coup de pinceau qu'on peut y mettre, c'est, la cuisine et la salle de bain en réalité. Parce que tu te rends compte que c'est, quand tu as des personnes qui viennent, encore une fois, hein, investissement locatif ou RP, peu importe, c'est la première chose qui change. Il faut savoir une chose, c'est que, aujourd'hui, il y a 60 des, transactions immobilières dans la rénovation où les personnes vont, changer la cuisine dans les 6 premiers mois. C'est-à-dire que ouais. 60 des gens qui 60%. achètent un bien, ou dans les 6 premiers mois, ils vont changer leur cuisine. Donc, bon, c'est assez rassurant pour mon Ouais, secteur. donc tu te dis que tu dépends quand même pas mal du marché de l'immobilier. Bien sûr. Ah, Mais sûr, nous, on est vraiment, on est un partie prenant de l'immobilier. On a un peu ce côté où on est les derniers, dans la chaîne d'une rénovation, puisqu'on vient mettre la cuisine à la fin. Donc on n'est pas considéré un peu comme l'électricien, le carreleur ou le plaquiste, hein, mais c'est... Mais tu vois, excuse-moi, je te coupe, Ouais. Hans, mais parce que pour parler des usages, si tu veux, c'est vrai que maintenant, à partir du moment où on fait une rénovation d'un appartement ou d'une maison, on change la cuisine. Et en fait, moi, ce que je constate dans l'usage des gens qui sont dans les logements, c'est pas qu'ils cuisinent plus.
On cuisine pas plus que nos grands-mères. Mmh. Mais par contre, c'est qu'ils passent plus de temps dans la cuisine. Et en fait, la cuisine devient plus un lieu de vie, où souvent, il y a des îlots, où il y a des aménagements qui sont bien faits. Tu vas prendre ton petit déjeuner, tu vas prendre même ton dîner. Donc tu passes plus de temps dans la cuisine, donc tu as envie qu'elle soit agréable, mais pour autant, tu cuisines pas plus. Tu vois. Ouais, l'usage qui a changé. Et tu passes beaucoup moins de temps dans la salle à manger. Tu vois, la salle à manger qui était une vraie pièce sur les générations précédentes, maintenant la salle à manger, ça devient plus un endroit où tu vas te connecter si tu veux bosser un peu. Ouais. Donc en fait, dans l'usage, la cuisine devient un lieu de vie et non plus un lieu où tu cuisines. Et la salle de bain, tu as des exemples qui sont très concrets, c'est qu'en fait, tu mets beaucoup moins de baignoire et tu mets plus de douches, tu vois, parce que tu prends moins de bain, tu prends plus de douches. Et donc, pareil, tu refais toujours ta salle de bain en fonction de ce que les gens cherchent. Quoi. Et donc, la cuisine devient un vrai lieu de vie. Toi, quand tu reçois tes copains, tu fais l'apéro souvent dans la cuisine. Quoi. En fait, il y a aussi un autre effet, il y a un autre élément qui explique ça. On parle forcément des hausses du prix au mètre carré. Donc forcément, quand tu rénoves, que tu construis ou que tu achètes quelque chose, forcément, le prix au mètre carré ayant augmenté, tu as une réduction des surfaces. Et donc, il se passe un effet, c'est que les gens meublent de moins en moins les maisons. Tu vois, les antiquaires, les brocanteurs, des pièces, des armoires qui valaient peut-être 20 000 balles il y a quelques années, ça n'en vaut plus que 200, quoi. Parce que plus grand monde ne veut meubler sa maison, en tout cas de manière plus importante, parce qu'il y a une réduction des surfaces. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cuisine, ça reste un élément fonctionnel de la maison. Tu en as forcément besoin. Donc à un moment, quand tu as moins de place et que tu veux meubler, c'est exactement ce que dit Thomas, tu vas avoir tendance à créer des îlots, créer des pièces de vie, parce que tu vas vivre dans ta cuisine. Et fortiori, pourquoi? Parce que tu as de plus en plus de pièces ouvertes. Avant, la cuisine, c'était une pièce fermée. Maintenant, c'est une pièce ouverte. C'est très rare qu'on ferme les cuisines. Ouais. On les semi-ferme. On y cuisinait, donc on avait une pièce fermée. Voilà. Maintenant, c'est un lieu de vie. Maintenant, c'est un lieu ouvert. Donc en fait, finalement, le salon, c'est devenu un peu la cuisine, etc. Tu vois, tu as un peu des recroisements comme ça. Et qui font qu'aujourd'hui, oui, moi, mon approche dans l'immobilier, c'est avant tout, c'est l'amélioration fonctionnelle, ça c'est ce qui m'intéresse, esthétique, parce que forcément, ça va apporter de la plus-value, et c'est derrière aussi, quand on est dans une logique d'investissement, c'est aussi le rapport qui a été pris qu'on va arriver à trouver, parce que c'est toujours pareil, c'est la personne qui veut venir, qui investit, il se dit, ok, ça vaut quoi à la revente? C'est idiot, hein, mais à la revente, ça fait aussi parfois baisser les frais de notaire, une cuisine, parce que c'est de l'immobilier, c'est fixé au mur. Voilà, du mobilier, tu veux dire. Du mobilier, pardon, c'est fixé au mur. Enfin voilà, ça fait, il y a pas mal d'avantages à ça en réalité. Il y a une étude qui était sortie en moyenne par rapport au coût que tu vas mettre dans ta cuisine ou ta salle de bain. À la revente, tu retrouves 1,5 fois cette valeur. 1,5 fois la valeur de l'investissement. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette notion-là, parce que ça veut dire que ça veut dire deux choses. Ça veut dire, que c'est intéressant financièrement pour la personne qui va faire sa rénovation. Et pourtant, les gens, une fois sur deux, la changent quand ils achètent le bien. C'est ça qui est parce que ça ne correspond pas. Parce que, et c'est le deuxième point que j'allais te dire, c'est l'esthétique. C'est que quand tu fais une annonce sur le Bon Coin, qu'est-ce que les gens regardent? Tu en discutes avec des agents IMO. C'est la cuisine, comment est la salle de bain, et après, ils regardent un petit peu les pièces de vie et les chambres. Pourquoi? Parce que si tu veux changer l'esthétique de ces pièces-là, tu mets un coup de peinture, il y a plein de tutos pour faire du do-it-yourself, tu arrives à faire des trucs magnifiques avec 3 francs et sous. Par contre, la cuisine, la salle de bain, c'est des travaux. Voilà. Ok. J'ai une dernière question qui parle de votre projection. Comment vous voyez vos entreprises dans 5 ans? C'est un peu tard, tu nous prends. Pas facile. Moi, comment je vois l'activité, toujours continuer évidemment sur cette base d'investissement immobilier, de rénovation urbaine, avec peut-être des petites choses en parallèle. Tu vois, là, je ne sais pas quand va sortir l'enregistrement, mais on va organiser sur 2026 un bel événement. Tu vas se faire un petit peu plaisir dans d'autres diversifications. Tu veux pas en dire plus? Non, je veux pas en dire plus. Je laisse le teasing. Mais en tout cas, on va faire un super événement sur le sujet de l'immobilier. Il faudra venir. Donc, non, toujours la trame de fond et le cœur de métier immobilier, et puis peut-être 2-3 diversifications.
Ok. Toi, tu as des projets comment Bien tu sûr, gères 5 bien sûr, j'ai présenté, moi je fonctionne en quinquennat sur tous les 5. Comme les Fais de la présidentielles. politique. Et ben avant, hein, enfin oui, pardon, maintenant oui, c'est les quinquennats. Ouais, je fais un peu de politique. Non, j'ai présenté à mes collaborateurs une projection sur 5 ans, ce que j'avais déjà fait quand j'avais repris l'entreprise une première fois. Là, l'objectif sur les 5 prochaines années, c'est la diversification. Euh, c'est vraiment d'aller sur ce qui me motive, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de créer un groupe qui est axé sur l'embellissement de l'habitat, travailler sur l'aspect fonctionnel, tout en gardant le rapport qualité-prix, parce qu'aujourd'hui, j'estime que moi, je vais me positionner sur un segment qui est de dire, je vais être l'alternative professionnelle à la personne qui va vouloir faire les choses par elle-même et qui va aller dans un magasin de bricolage, quoi. Donc je ne veux pas me comparer à du magasin de bricolage, mais ce que je veux dire, c'est que je veux garder cette logique de rapport qualité-prix dans toutes les activités que je vais entreprendre. J'ai un nouveau projet qui va sortir sur Valence, c'est pareil, je fais du teasing, Ouais. qui Bientôt. ouais, bientôt. Et l'intérêt, c'est aussi de proposer plus de choses à nos clients, centralisés. Centraliser, cette logique de centraliser, c'est-à-dire que dans la logique de diversification, je ne veux pas me diversifier dans n'importe quoi. Atelier Pause, tu citais, a vraiment cette logique d'être un rouage entre nous, la cuisine, le consommateur, pour pouvoir proposer aussi d'autres choses, du parquet, de la menuiserie, mais pas une notion commerciale, c'est-à-dire c'est vraiment de dire on prend le projet, on le gère de A à Z. Donc sur les 5 prochaines années, ça va être ça mon cheval de bataille. Donc dans 5 ans, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un groupe qui est axé sur ce segment-là, professionnel, toujours en gardant le rapport qui a été pris en ligne de mire, mais en ayant vraiment Pour cet pouvoir aménager aspect. tout l'habitat en salle de baïté. Oui. Faire les selles de il va tout nous faire. Et écoute, il faut un moment, il faut mettre en valeur les talents que j'ai réussi à recruter dans mes entreprises et ils en ont du talent. Donc c'est aussi puis aussi pour les collaborateurs. On n'a pas parlé des collaborateurs, t'en as combien toi, en tout? Là, on est 22. 22, et Thomas? Nous sommes 5, 4 nanas et moi. Belle parité. Belle parité, c'est bien. Ok, on va finir l'épisode par la traditionnelle séquence vrai-faux. Je vous donne des affirmations, vous me dites vrai, vous me dites faux, et vous avez le droit de développer, mais pas trop. Première affirmation, l'immobilier reste aujourd'hui mon investissement préféré. Oui, c'est mon métier. Vrai. Parce que je trouve que c'est un côté sécuritaire. Ouais. Mais il y en a d'autres je trouve, qui m'intéressent de plus en plus. Très bien. Deuxième affirmation, l'immobilier est devenu trop politique. Oui, dans le débat public. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup, c'est vrai, on entend beaucoup parler d'immobilier au travers des décisions politiques, alors qu'il n'y aurait pas que ça à dire. Vrai. Ok. Donc, J'aurais tendance à dire faux, parce que est-ce qu'il a été moins politisé avant? J'étais pas là ça pour. n'a pas changé pour toi. Donc, Enfin, pour moi, je pense que ça a toujours été un débat et un élément central dans les politiques. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est du pareil au même. prochaine affirmation, la pression fiscale et normative est un danger pour l'immobilier. On a un petit peu parlé du réglementation, etc. Vrai. Vrai, à la fois sur le sujet de l'immobilier et sur le sujet de l'entreprise, parce qu'on est une entreprise qui faisons de l'immobilier, donc à la fois sur notre outil de travail qui est l'immobilier, à la fois sur l'entreprise qui est la coquille qui encadre l'immobilier, donc la pression fiscale, vrai. Ok, voilà, c'est unanime. Unanime. Et j'aurais tendance même à dire que c'est des vases communicants. Donc c'est exactement ce que dit Thomas, c'est que moi, mon métier n'est pas directement d'investir dans l'immobilier, mais c'est toujours pareil, c'est que la pression fiscale qu'on a, nous, dans nos entreprises et tous les entrepreneurs en France, font qu'aujourd'hui, embaucher quelqu'un, ça coûte beaucoup d'argent. Des fois, quand tu regardes la fiche de paye entre le net qu'ils ont dans leur poche et toi, ce que tu as versé, tu te dis, attends, mais j'aurais pu embaucher 2 personnes. Bah, ces 2 personnes-là, elles peuvent créer plus de richesse. Et donc, derrière, forcément, en théorie, plus ton entreprise fait de chiffre d'affaires, puis à la fin, normalement, tu es censé gagner de l'argent, et cet argent-là ça permet aussi de réinvestir dans l'immobilier, puisque c'est l'investissement préféré des Français, comme tu nous l'as dit, en introduction, et on y revient. Tout à fait.
Prochaine affirmation, on peut encore s'enrichir avec l'immobilier. Vrai, en ayant une gestion plus active que ce qui se faisait sur les précédentes générations. C'est-à-dire que moi, je crois pas trop dans l'immobilier. On achète, on attend 20 ans et puis on aura quelque chose pour la retraite parce que d'ici là, il faudra réaménager, il faudra revaloriser, refaire des travaux. Donc vrai, mais en ayant des positionnements différents et des stratégies différentes. Très bien. Vrai pour l'effet de levier, ce qu'a évoqué Thomas. Mm. Je suis tout à fait d'accord. Et parce que, encore une fois, je trouve que c'est un des rares secteurs qui valorise encore la valeur travail. Comme je disais tout à l'heure, celui qui veut se retrousser les manches et entre guillemets, Ouais, il arrive à s'y enrichir retrouver. ouais, il arrive à s'y retrouver. Je préfère la rénovation plutôt que le neuf. Vrai. Toi, Vrai, c'est parce ton cœur. que c'est technique la rénovation. Alors, j'ai pas la prétention d'être plus technique que les gens du neuf, mais par Mm. contre, ce que je constate sur le marché, c'est que c'est deux choses complètement différentes. On a des constructeurs qui font très bien de la construction, on a des rénovateurs qui font très bien de la rénovation, et c'est deux activités qui sont différentes, avec des entreprises qui travaillent dedans qui sont différentes, qui ont des qualités différentes. Et moi, j'aime bien le côté rénovation, parce qu'il y a ce côté revalorisation, trouver les bonnes idées, se creuser un peu la tête sur les plans, et Mm. puis essayer d'avoir le charme de l'ancien et le confort du moderne, quoi. J'aime bien Ok. cet aspect-là. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, l'aspect imaginatif, C'est compliqué. J'aurais tendance à te dire plutôt rénovation. Maintenant, le neuf, c'est un côté sympa aussi, c'est que c'est plus simple à gérer. Ouais. Parce que Pour les trouver mauvaises une surprise, c'est surprises plus facile. Les mauvaises surprises sont dans la réno. Ouais. Et ouais, les mauvaises surprises sont en réno, et puis des fois, tu as des pièces vraiment atypiques. Ouais. Et en aménagement, des fois, en fait, il y a aussi une notion, c'est que des fois, il y a des clients avec Pinterest qui veulent quelque chose de bien défini, mais c'est pas possible dans la Ouais. pièce. Elle est pas, soit pas Sur le assez côté grande, soit pratique, trop le neuf, c'est biscornue, plus ça. soit... Ouais, c'est Le ça. neuf, Dans voilà. la réno, on a plus la notion de risque. Ouais. Aller à chantier. Autre affirmation, les meilleures opportunités se trouvent là où personne ne regarde. Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il faut pas toujours vouloir absolument trouver la pépite de l'année. Mm. Il vaut mieux faire que pas faire. Des fois, on discute avec des gens qui font pas parce qu'ils cherchent l'opportunité du siècle. L'opportunité du siècle, moi, j'ai jamais trouvé. Je pense qu'il vaut mieux faire sur des opportunités plutôt que toujours trouver le truc parfait. Ce qu'on nous dit sur les réseaux, il y a un super coup à faire, machin, c'est pas vrai ça. Ben, c'est peut-être 1% de ce qui se passe sur le marché. Et donc, il y a 99 autres pourcents de choses qui se font sur des projets qui sont corrects. C'est pas forcément les Ouais. trucs de l'année, mais au moins, ça a le mérite de faire, quoi. Je suis un peu du même avis que Thomas, parce que je me poserais toujours la question de si j'ai un bon tuyau, pourquoi la personne qui me le donne ne l'a pas fait avant moi? Ouais. Tu vois, ça me laisse toujours un peu dubitatif. Il est méfiant. Il veut me vendre, il veut me vendre une formation, il veut me vendre. C'est si bien que ça. Ouais. Donc, non, j'aime bien prendre des risques, mais dans un côté un peu sécuritaire aussi. Je suis un peu comme. Je suis de l'avis de Thomas, il vaut mieux faire que attendre. Ok. L'immobilier, c'est professionnalisé. Vrai ou faux selon vous? Oui, alors là, parce qu'on parle beaucoup de l'immobilier d'habitation depuis le début. Mm. Il y a un secteur qui a toujours été professionnalisé et qui le restera toujours, c'est l'immobilier professionnel. Entreprise, ouais. Ça, c'est très peu accessible au grand public. Et Mm. sur ce pendant de l'immobilier, il y a pas de débat. Et sur la partie habitation, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que ces dernières années, ça s'est professionnalisé, dû à toutes les contraintes qu'on a Mm. pu évoquer, fiscales, urbanisme, réglementation, accès au crédit, etc., etc. Donc, je suis assez d'accord avec ça. Pareil. Unanimité. Unanimité totale. Et dernière affirmation, l'immobilier est avant tout une passion pour vous. Vrai ou faux? Vrai au départ. J'ai été vraiment passionné par le sujet. Aujourd'hui, ça s'est transformé en métier. Mm. Donc, métier passion. Métier passion. Ouais, métier passion. Après, au fur et à mesure, évidemment, que les problèmes, tu dis, je suis pas passionné par les problèmes. Il faut les gérer quand même. Mais il faut les gérer quand même, comme tous les métiers. Donc, oui, à la base, c'est quelque chose qui m'a plu. Alors moi, je n'étais pas passionné, mais je me suis passionné pour le sujet. C'est comme beaucoup de sujets. Quand tu prends le temps de t'intéresser, pencher souvent, dessus, tu passionnes pour les sujets. Donc, je le trouve super intéressant. Et encore une fois, mais je trouve qu'il a c'est criant de vérité sur un aspect sociologique. Et je trouve que c'est super intéressant d'analyser l'immobilier, ce que ça veut dire, ce que ça transcrit de la société française. Et puis, c'est un côté, comme disait Thomas, c'est super, hein, c'est génial. Tu arrives, tu as un truc qui ressemble à rien. Et soit toi, soit tu fais intervenir des
des entreprises et à la fin, tu te retrouves avec un super logement où tu vas pouvoir soit le louer ou Ouais, un côté fierté. côté fierté quand même, malgré tout. Tu revalorises Mm. les biens, notamment dans la rénovation. Et ça, c'est bien. Bah, merci à tous les deux. Merci à toi. L'épisode touche à sa fin. Merci Thomas et Hans d'être venus sur le plateau du Café des dirigeants pour nous partager votre expérience. C'était un très bon moment. Merci à Eva Valence pour l'accueil. Et pour celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Café des dirigeants. Ciao.